Tu débutes en impression 3D et tu cherches à progresser. Si c'est le cas, alors cette vidéo est faite pour toi. Ici, je te propose des idées utiles et sympas à imprimer, mais surtout chaque objet va te permettre de travailler des difficultés particulières. Et ça va vraiment te permettre de progresser justement dans cette technologie. Ça peut être certains objets qui demandent une bonne gestion des supports, une bonne gestion de la tolérance, ou encore une certaine variété des matériaux à imprimer. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Et je te rappelle que dans tous les cas, si tu galères en impression 3D, on propose des formations en individuel ou en groupe pour te rendre autonome à la fois sur la partie modélisation 3D, mais aussi impression 3D. Ces formations, elles sont reconnues et finançables par l'État et nos anciens élèves nous ont noté 4,9 sur Google. Donc pour les curieux, je vous mets le lien en description. Allez, c'est parti! Est-ce que tu savais qu'il était possible d'imprimer des photos en 3D? Ça s'appelle la lithophanie. Et franchement, ça peut faire une très bonne idée de cadeau. Mais aussi, bien évidemment, un super challenge en impression 3D. Parce que si tu souhaites obtenir un bon résultat, va falloir obtenir des zones très claires et très sombres de manière bien distincte. Et pour ça, tu vas donc jouer sur le contraste de luminosité de ton image. Donc, sans être photographe, tu vas trouver une image ou une photo entre 100 et 150 dpi, car une résolution plus élevée, malheureusement, n'apportera pas de détails visibles. Et surtout, ça augmentera inutilement le temps de traitement de ton image. Ensuite, tu peux aller sur ce site et là, il va tout simplement transformer ta photo en CAO 3D. Après, tu peux évidemment importer tout ça dans ton slicer préféré et tu vas essayer d'imprimer cette photo avec les couches les plus fines possibles. Si tu peux descendre avec des couches de 0,08 mm, c'est l'idéal. Attention aussi à ta vitesse. Ici, on cherche à faire de la précision, donc imprime vraiment tranquille. Ça dépend de la machine que tu as, mais disons que tu vas imprimer à 25% de la vitesse max de ta machine. Et pour ce qui est du remplissage, c'est important de le paramétrer à 100%. Et si tu fais pas ça, tu n'auras pas une diffusion uniforme de ta lumière. Et voici le résultat, nous, avec une de nos photos. Bon, cette fois, on revient sur quelque chose de beaucoup plus pratique. Un système de stockage de bobines de filaments. Et ça va permettre de mettre un peu d'ordre dans ton atelier. Moi, ça m'est très utile et pourtant, je suis pas la personne la plus organisée. Mais avant de foncer tête baissée, garde quand même en tête que ta structure, elle va devoir résister à un poids non négligeable. Chaque bobine faisant généralement 1 kg. Donc tu peux utiliser cette CAO qu'on te met en description, ou évidemment modéliser la tienne. Et ensuite, pour ton remplissage, tu le paramètres à au moins 35% avec une structure en nid d'abeille. Là, ça va te permettre de répartir la charge de manière plus uniforme, avec quelque chose de solide, dans le but évidemment de réduire les déformations, ou pire carrément, les effondrements. Ensuite, pour continuer dans cet objectif de résistance, tu peux ajouter des parois supplémentaires à ton objet. Encore une fois, ça va rendre la pièce plus solide. Et quand tu vas orienter ton objet dans ton slicer pour l'impression, c'est important de réfléchir d'où va provenir la force qui va pousser sur ton objet. Parce que si le poids de tes bobines appuie dans le même sens que tu as imprimé tes couches, alors ta création sera beaucoup plus fragile et tes couches risquent tout simplement de se fissurer. Donc c'est important que tes couches soient imprimées de manière perpendiculaire aux forces qu'elles vont subir. Après, je sais quand on débute, on a tendance à imprimer tous ces objets en PLA, mais malheureusement, même si c'est une matière simple d'impression, c'est pas forcément la plus résistante. Donc pour ce type de création, essaye plutôt d'imprimer avec une matière plus solide, notamment l'ABS. Autre challenge, avec un objet plutôt sympa et là aussi pratique, le porte-clés mural aimanté. Bon là je vous fais pas un dessin, on a évidemment tous déjà perdu nos clés. Mais là, quel est l'intérêt en termes d'apprentissage sur l'impression 3D? C'est que vous allez devoir faire une pause durant votre impression pour pouvoir mettre à l'intérieur de cette dernière votre aimant. Et le timing de la pause, il va évidemment être crucial car vous allez déjà devoir identifier avec précision la dernière couche avant l'insertion de l'aimant. Et attention, il ne faut pas perdre trop de temps durant cette pause pour essayer de minimiser le refroidissement de votre pièce. Car si vous ne gérez pas correctement cette dernière, vous pouvez avoir un problème d'adhésion avec vos futures couches. Et ça peut notamment engendrer un décalage sur les couches suivantes ou tout simplement un défaut visible sur votre pièce, comme par exemple une couleur un peu différente sur la ligne d'arrêt. En plus de ça, si vous modélisez vous-même votre objet, c'est vraiment super important de prendre en compte une petite tolérance entre 0,1 et 0,2 mm pour pouvoir insérer correctement votre aimant. Sans ça, vous aurez soit un jeu excessif, soit vous n'arriverez tout simplement pas à mettre votre aimant. Le fameux support pour téléphone. Là, cet objet, il va être très intéressant pour tester les fameux porte-à-faux. Car normalement, on dit que sur une imprimante classique avec du PLA, les angles qui dépassent 45 degrés nécessitent des supports. Sinon, votre pièce va tout simplement s'effondrer sur elle-même durant l'impression.
Aujourd'hui, si vous avez une machine plus moderne et donc un refroidissement vraiment efficace, vous pouvez quand même dépasser ces 45 degrés. Mais bon, dans tous les cas, la règle pour gérer correctement les supports, c'est déjà réfléchir à l'orientation optimale de la pièce, parce que dans certaines configurations, vous n'avez pas forcément besoin de support. Et si malgré tout les supports sont inévitables, vous avez deux possibilités. Soit vous avez de l'argent et une machine qui est capable d'imprimer jusqu'à 2 bobines différentes. Et dans ce cas-là, vous pouvez tout simplement imprimer vos supports en support soluble. Soit la deuxième possibilité, c'est tout simplement savoir paramétrer correctement des supports. Et là, c'est un savant équilibre entre mettre assez de supports et une surface de contact bien proche de la pièce pour que cette dernière ne s'effondre pas, et mettre une surface de contact la plus faible possible pour éviter que cette dernière ne se colle trop à votre pièce. La figurine, c'est quand même un objet ultra convoité par tous les printers, que ça soit du Marvel, du Warhammer, du DC Comics. La difficulté ici quand on cherche à imprimer une figurine, c'est pas tellement le type de matière ou encore la solidité de l'objet, mais c'est plutôt la qualité du détail. Sans surprise ici, il va donc falloir imprimer vos objets avec les couches les plus fines possibles. Si vous le pouvez en fonction de votre machine, vous pouvez même changer votre buse standard de 0,2 mm en une buse de 0,1 mm. Ça vous fera des objets plus quali, mais évidemment ça prendra plus de temps. Imprimez évidemment votre pièce à très faible vitesse. Je vous conseille aussi d'imprimer dans une matière simple d'impression. Typiquement, le PLA fera largement l'affaire. Pour ce qui est de la structure de l'objet, vous pouvez faire très simple. Un remplissage en gris à 20% fera largement l'affaire. Pareil pour le nombre de couches. 3, c'est très bien. Et à mon avis, la plus grande difficulté réside dans une très bonne gestion des supports. Ici, moi je vous conseille de ne pas utiliser des supports classiques, mais plutôt d'utiliser du support organique. Ils ont tendance à laisser moins de traces justement sur des pièces organiques comme des figurines, en essayant de réduire si possible la surface de contact. Bon, bien sûr que ce challenge peut être évidemment un cadeau sympa. Et là, ici, on va avoir deux difficultés majeures à affronter. La première, il faut évidemment une matière qui résiste à l'eau. Et la deuxième, il va falloir une très bonne fusion des couches, si on veut pas se retrouver avec un vase qui fuit. Pour ce qui est de la résistance à l'eau, un banal PETG fera largement l'affaire. Ça a l'avantage d'être une matière simple d'impression et économique. Pour rappel, le PETG, c'est une variante du PET qui est tout simplement le plastique de nos bouteilles d'eau. On va avoir tendance à imprimer entre 220 et 240. Le principal défaut de cette matière, c'est qu'il a tendance à laisser des marques de support assez visibles. Mais là, dans le cas d'un vase, on n'aura pas ce problème. Et pour garantir une bonne étanchéité, je vous invite à augmenter légèrement la température d'impression par rapport aux valeurs standards. Là, ça va vous permettre d'avoir une matière bien visqueuse qui fusionne bien correctement avec la couche inférieure. Vous pouvez aussi réduire votre hauteur de couche en faisant des couches bien fines. Multiplier le nombre de périmètres en mettant par exemple 3 ou 4 couches internes. Et après, vous pouvez aussi vous amuser à augmenter légèrement le débit. Ça va tout simplement vous permettre de déposer plus de matière au moment de l'impression. Quelles que soient les techniques utilisées, le but c'est à la fin avoir des couches qui ont bien fusionné entre elles pour éviter toute fuite. Si vous voyez que tout ça n'est pas suffisant, vous pouvez aussi utiliser un remplissage à plus de 50% dans le but de rajouter de la matière. Et si malgré tous vos efforts, vous avez encore une fuite, vous pouvez réfléchir à appliquer de la résine époxy sur votre pièce. Bon, c'est clair, un dessous de verre, c'est pas forcément l'objet le plus fun. Mais là ici l'intérêt, c'est encore une fois de travailler sur les détails fins et l'incrustation, soit d'images comme un logo ou d'un texte. Le tout évidemment en travaillant sur une machine qui est capable d'imprimer plusieurs bobines. Les jouets Print in Place, c'est vraiment des objets fascinants en impression 3D. Leur fonctionnement est très simple, même si vous avez un objet en plusieurs pièces, il est en réalité imprimé en un seul bloc durant une seule impression. Ce qui fait qu'une fois votre impression terminée, il est censé être opérationnel. Il y en a des tas de print in place sur internet, vous en avez sûrement vu passer dans des vidéos satisfaisantes, et certains sont plus ou moins compliqués. Par exemple, en très simple, on a le fameux dragon, que vous avez sûrement déjà vu passer. En fait, là, l'erreur de débutant, quand vous avez un print in place, c'est de modifier la taille de votre fichier dans le slicer. Tout simplement parce que le print in place qui a été modélisé dépend d'une tolérance qui est extrêmement précise. Et si on agrandit ou si on réduit l'échelle de notre objet, on peut se retrouver soit avec une tolérance qui est trop petite et donc on aura tendance à avoir la pièce qui va fusionner, ou au contraire, si on agrandit notre pièce, la tolérance elle va devenir trop grande et donc notre objet sera branque-ballant. Donc la règle sur ce type d'objet, soit vous prenez des objets qui ont déjà été modélisés et vous ne retouchez pas dans votre slicer la taille, soit au moment de la modélisation, sur Fusion 360 par exemple, vous modélisez en utilisant les cotes finales que vous aurez sur votre objet imprimé et en ajoutant en permanence une tolérance de 1 à 2 mm.
ça, c'est le rêve absolu de tous les cyclistes. On va se retrouver avec un objet qui doit supporter un certain poids, généralement 500 grammes, mais qui doit pour autant être solide, tout en résistant aux conditions extérieures. Je pense notamment aux UV ou encore à l'humidité. Donc là, pour ce type d'objet, vous pouvez réfléchir à un objet qui répond à toutes ces caractéristiques. Vous pouvez utiliser du PC. C'est une matière extrêmement solide, donc ce qui fait que vous n'aurez pas besoin de mettre des gros remplissages sur votre pièce pour qu'elle soit solide. Néanmoins, vous pouvez utiliser des remplissages optimisés comme les gyroïdes, qui sont réputés comme étant vraiment solides. Et en plus, c'est une matière qui résiste très bien aux conditions extérieures. Le gros problème de tout ça, c'est qu'on est quand même sur une matière complexe d'impression qui s'imprime à haute température. Et si vous n'avez pas une imprimante en caisson fermé, vous pouvez vous tourner vers de l'ABS ou de l'ASA, qui sont là aussi des matières solides. Et si vous voulez être sûr que ces deux matières tiennent dans le temps, vous pouvez recouvrir cette dernière de résine époxy. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné envie d'imprimer ces objets pour tenter de vous challenger. Dans tous les cas, si vous avez des difficultés, on a fait un tas de vidéos qui abordent chacun des points, genre les problèmes de support, le stringing, etc. Et si vous voulez aller plus loin dans votre maîtrise de l'impression 3D, on propose des formations en individuel qui sont reconnues et finançables par l'État. Je vous mets le lien en description et je vous dis à très vite.